Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Wilfried Tsondé pour son dernier... Non, j'aime pas dire son dernier livre en plus, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc pour le dernier livre qu'il vient d'écrire, on va dire ça comme ça, et qui s'appelle « Un océan, deux mers, trois continents ». Bonjour et merci d'être là. Bonjour à toutes, puisque comme il y a une majorité de femmes, il faut dire bonjour à toutes. Merci d'être là et merci de m'avoir invité. Voilà, donc moi je vais vous donner un petit aperçu donc, de ce livre, Un océan, deux mers, trois continents, pour remettre en mémoire à ceux qui l'ont déjà lu et puis pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il mérite vraiment d'être lu, ce livre. Alors, c'est une histoire qui se passe au début du XVIIe siècle. Elle commence dans le royaume du Congo et c'est l'histoire d'un prêtre. Alors, je regarde mes notes parce que son nom est un peu compliqué. Il s'appelle Nsaku-Nevunda. Parfait. Et il a été ordonné prêtre sous le nom d'Antonio Manuel. C'est plus facile à dire, ça. Hein. Et donc, c'est un prêtre qui, voilà, qui, après une enfance assez tranquille, je dirais. Hein. Bon, il a perdu ses parents à la naissance quand même. Hein. Donc c'est pas... Mais bon, il a été adopté par une famille, hein, et ça s'est plutôt bien passé. C'est quelqu'un de tranquille, d'appliqué, qui va à l'école chez les missionnaires, et qui tout naturellement est ordonné prêtre. Et son projet dans la vie, c'est d'être le prêtre de sa paroisse natale, et c'est là qu'il se retrouve. Et un jour, il est en train de construire la chapelle. Alors, il faut dire que c'est quelqu'un qui est très respectueux de ses paroissiens, de ceux qui se sont convertis au catholicisme et de ceux qui ne le sont pas. Il est très respecté et sa renommée a atteint la capitale. Et un jour où il est en train de construire la chapelle du village, eh bien, il y a des émissaires du roi qui arrivent et qui lui demandent de les suivre. Donc il est un peu perplexe, mais bon, on est bien obligé d'obéir au roi. Et arrivé devant le roi lui demande de devenir son ambassadeur auprès du pape à Rome et également de défendre auprès du pape l'idée que l'esclavage c'est quand même quelque chose d'atroce et que ça serait bien si le pape pouvait faire quelque chose pour le supprimer. En gros, c'est ça. Et il faut juste préciser que c'était une initiative du pape lui-même. Donc, il va partir à Rome, sauf qu'à cette époque-là, il n'y a pas des trajets directs, le royaume du Congo-Rome, et donc il est obligé d'embarquer sur un navire qui va d'abord traverser l'océan Atlantique, et là, il s'aperçoit que ce navire, c'est un navire négrier qui est chargé d'esclaves, d'hommes, de femmes et d'enfants, et pour lui, c'est un choc immense. Parce qu'il avait bien entendu parler de l'esclavage, de razzias qui se faisaient dans la brousse. Mais là, la réalité lui saute vraiment aux yeux. C'est vraiment un choc. Il est complètement bouleversé. Il passe par des tas d'émotions. Et donc, je dirais la moitié du livre, c'est cette traversée entre le royaume du Congo et l'autre côté de l'Atlantique pour arriver au Brésil. Et c'est surtout les conditions... de transport. C'est un peu la description de cette population qui peuple ce bateau, parce qu'il y a les esclaves qui vivent dans des conditions épouvantables, dans des souffrances épouvantables. Il y a aussi les matelots qui ne sont pas forcément mieux traités. Et il y a aussi le capitaine du bateau. Il y a toute une population dans ce bateau et ce prêtre va découvrir tout ce monde. Et en fait, le livre de Wilfried Tsondé, c'est vraiment l'esclavage vu du point de vue de ce personnage qui n'est ni un esclave, ni un négrier, ni un marchand d'esclaves, qui a un peu une position un peu neutre et qui passe par toutes les émotions possibles et inimaginables.
Je continue, mais je ne vais pas tout dire. Une fois les esclaves vendus, le bateau repart dans l'autre sens. Et là, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il se passe des choses. Et ce prêtre qui se disait, bon, là, je vais pouvoir souffler un petit peu, enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Il se disait, bon, cette partie du voyage, ça va être un peu plus tranquille, entre guillemets, même si les souvenirs, les images de la première traversée doivent le hanter. Ben, patatras, ça ne se passe pas du tout comme il pensait. Il va finir par arriver à Rome, mais je ne vous dis pas comment, ni de quelle façon, parce que je pense qu'il faut le découvrir à travers le livre. Ça vous va comme ça? Oui, ok. Mais vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez. Oui, alors sans rentrer dans les détails, il va du Brésil vers l'Europe, il va croiser la route de pirates, et puis il va pas accoster à Rome, mais à Lisbonne d'abord, puis il va traverser la péninsule ibérique à pied, et puis il va tomber sur l'Inquisition, et finalement il arrive à Rome en 1608, donc il part en 1604, il arrive en 1608, en janvier 1608, et ça on peut le dire parce que c'est dans les rares textes qui parlent de lui, c'est dit. Il arrive en 1608, il rencontre le pape. Mais alors, c'est plus Clément VIII, c'est Paul V, parce que la durée de vie des papes, comme vous savez, c'est relatif. Et il est dit que le pape est très impressionné par son intelligence et par la profondeur de sa foi, tellement que quand il meurt, il décide des jours de deuil pour lui. Il le fait enterrer sous la basilique Sainte-Marie Majeure et il fait sculpter son buste en marbre noir dans la basilique Sainte-Majeure, et on peut encore voir ce buste donc, dans cette basilique-là. Je reviens donc sur le voyage proprement dit. Oui. C'est un voyage qui a eu réellement lieu, mais comme il ne reste aucune trace, comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez été rechercher des faits d'archives, ou bien est-ce que vous avez dû imaginer complètement tous les événements qui font que de rebondissement en rebondissement, il finit quand même par arriver jusqu'à Rome? Mais est-ce que vous avez 90% d'imaginer ou 10% de... Voilà. C'est ce que j'aimerais savoir encore. Alors, c'était quand même en tout 7 ans de travail. Voilà, 7 ans de travail. Donc, il y avait... Alors, on connaît son parcours. On sait qu'il est parti en 1604 de Luanda. Et on sait surtout qu'il est arrivé en 1608 à Rome. On sait qu'il est passé par le Brésil et par Lisbonne. On sait qu'il a croisé la route de pirates, on dira. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Oui. Et en fait, c'est pas un pirate qui l'a croisé, mais 3. Mais bon, pour les besoins de tout roman, on n'a pas besoin de... De toute façon, même si du coup, ça avait des problèmes de temps. Enfin, c'est une autre histoire. Et oui, donc c'était... alors, une fois que je savais qu'il était parti de Luanda, qu'il était passé par le Brésil, Lisbonne, Tolède et Rome, et ben, je me suis renseigné sur ces villes-là à cette époque-là. Je me suis renseigné sur la navigation au XVIIe siècle pour comprendre le pourquoi du comment il est parti et les dangers qu'il encourait. Ben, je me suis renseigné sur les relations politiques au XVIIe siècle entre le royaume du Congo, le royaume du Portugal, le Vatican, la couronne d'Espagne, puisque la couronne du Portugal était inféodée à la couronne d'Espagne. C'était un contexte de guerre entre l'Espagne et les Provinces-Unies. Voilà, donc c'est à la lumière de tout ça que j'ai pu donner du corps au contexte. Mais encore une fois, ce qui était extraordinaire, c'était qu'il fallait que je me renseigne sur le contexte pour que le contexte soit crédible, mais il fallait que j'invente la subjectivité. Et alors, parce que vous me donnez des pourcentage, je ne sais pas. Mais justement, pour inventer... Parce que c'est le prêtre qui nous rend le contexte. Et pour inventer cette subjectivité, vous vous êtes mis à sa place? Parce que en tant que lecteur, moi j'ai l'impression que nous, on se met à sa place, on s'identifie à lui et on passe par les mêmes émotions que lui. Mais vous, les émotions qu'il vit, est-ce que vous les avez vécues en écrivant? Ben oui, voilà, c'est un peu ce qui peut rendre fou quand on écrit des livres, c'est que oui, je me suis pris pendant
7 ans pour un prêtre du XVIIe siècle. Je me soigne, mais c'est compliqué. Mais alors, il a même fallu que je fasse une retraite monastique pour essayer de me... Il fallait que je me plonge dans la vie des ecclésiastiques, que je les observe, que j'apprenne à adopter leur rythme de vie. Voilà, c'était vraiment une immersion. Parce qu'au début, dans la première version, il avait une langue du XXIe siècle. Voilà, il avait une langue, c'était trop rapide, ça ne fonctionnait pas. Et il a fallu que j'aille chez les bénédictins. Alors, les bénédictins ne parlent pas, donc ça peut paraître bizarre. Mais c'est dans le silence des bénédictins que j'ai appris à trouver le souffle. Le souffle d'une parole. Le souffle d'une parole de prêtre du XVIIe siècle. Et que je relise beaucoup de romans et de textes des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour retrouver le passé simple de cette époque-là. Est-ce que c'est ça qui explique peut-être le succès du livre, à savoir que ce phénomène de rapport de force qui est toujours d'actualité quand on entend ce qui se passe actuellement dans le monde, aux États-Unis par exemple, hein, est-ce que c'est ça qui peut expliquer le succès du livre, à savoir que vous soulevez des problèmes relationnels dans certaines catégories de société où on retrouve systématiquement la même dichotomie? Ben alors, pour ce qui est de la description de ce qui se passe sur le bateau, je crois que il y a un truc qui fonctionne bien, c'est que j'ai retiré la couleur de peau à tous. Et quand vous retirez la couleur de peau à tous, on arrête de se disputer pour savoir si les blancs sont gentils ou si les noirs sont méchants. Voilà, ça devient... celui qui lit voit des êtres humains. Voilà, une femme qui lit la scène de la visite médicale des femmes, comme ce ne sont plus des femmes noires, ce sont des femmes, et ben chaque femme peut se dire, oh là là, mais alors, j'aimerais vraiment pas être enchaînée, nue, à fond de cale. Voilà, donc on cesse de se disputer et on développe plus d'empathie par rapport à ce qui se passe. Voilà. Parce que, encore une fois, c'était mon ambition de faire de ça un drame de l'humanité. Parce que si c'était une question de noir ou de blanc, mes ancêtres n'auraient pas été des marchands d'esclaves. Donc c'est autre chose. Et c'était important pour moi d'essayer de comprendre ce que c'est. L'esclavage. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas... L'esclavage, c'est pas de l'inhumanité, c'est une tentative de déshumanisation. Ça reste le fait de pouvoir considérer un être humain comme un outil, c'est pas inhumain, c'est une possibilité de l'humain. L'Égypte antique était esclavagiste, mais nous l'adorons. La Rome antique est esclavagiste, mais c'est un exemple. La Grèce antique était esclavagiste, mais c'est un exemple. Les civilisations aztèques, incas, fantastiques, n'est-ce pas? Elles étaient esclavagistes. La Chine impériale, wow, magnifique, c'était des esclavagistes. Et partout comme ça. Et moi, je me suis dit, ben, il est peut-être temps aussi de réfléchir sur les restes de tous ces esclavagismes en nous. Et plus important peut-être, ben, de réfléchir à une autre manière de se considérer entre nous. Bien, merci pour cette excellente réponse. Je vais laisser la parole à Claudine, parce que l'autre thème important du livre, c'est la religion quand même. J'avais juste une petite question encore sur l'esclavage. Est-ce que c'était indispensable d'avoir autant de détails sur les atrocités, sur par exemple la visite médicale dont vous parliez tout à l'heure? Elle est vraiment très détaillée, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Pour vous, c'était indispensable que ce soit autant de détails? Parce que en tant que lecteur, moi j'ai trouvé que c'était la partie du livre la plus bouleversante. Et on n'en sort pas indemne de ce passage-là. Mais alors, le pire, c'est que je n'ai pas tout mis.
Ah oui, je veux dire, même la visite médicale, c'était pas le pire. C'était pas le pire. Ce qui était important pour moi à un moment donné, c'est de dire, il faut qu'on cesse aussi de se disputer sur les responsabilités, mais qu'on rende hommage à ces femmes, ces hommes et ces enfants qui ont souffert. Et pour ça, c'est important de lire ce qu'ils ont vécu. Voilà. Voilà. Et c'était une expérience de chair. Voilà. Et je pense on a d'autant plus envie de développer une autre humanité quand on sait ce que c'est que considérer, quand on sait ce que produit le fait de considérer un être humain comme un outil. Alors, on le regarde de tous les côté comme si c'était un stylo, on regarde partout. Voilà, c'est ça. Et voilà. Parce que je pense que c'est quelque chose. La dignité, le respect de l'autre, c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important que si on n'y pense pas, on sombre dans des travers terribles. Voilà. L'esclavage, c'est dur. C'est très dur. Voilà. Et on s'en rend compte. Voilà. Et ce sont des êtres humains comme vous et moi qui sont capables de produire ça. Et pour ne pas le faire, il faut avoir en tête ce que c'est, vraiment. Je pense. Merci pour cette réponse. Alors, je propose de continuer avec d'autres personnages qui sont dans le roman. Il y a des personnages secondaires. Celui-là, il m'intéresse beaucoup. Il s'appelle Martin. J'aimerais bien comprendre pourquoi Martin, qui va être un petit peu quand même le seul confident quoi, de Nsaku, qui va pouvoir effectivement lui permettre, dans les moments un peu difficiles, de discuter, d'essayer de comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi ce mousse apparaît, parce que comme tout est imaginé, tu dois avoir une explication. Ah oui, non, alors j'avoue que je suis assez fier de ce personnage-là. Parce que c'est à la fois un personnage couteau suisse, parce qu'il est... C'est un personnage, il a à peu près... Enfin, pas tout, mais presque. Donc, sa première fonction et la plus importante, c'est qu'il permet au prêtre, il me permet de proposer une autre humanité. C'est un mousse, donc il est au bas de l'échelle sociale. Lui est ambassadeur, donc le prêtre. Ils ne viennent pas du même pays, pas la même couleur de peau, mais ils vont tisser une relation d'amitié très forte dans ce contexte d'humanité terrible. Ça, c'est le plus important. Ensuite, alors, comme on est entre nous, je peux vous révéler certains détails du making-of. Quand on écrit un texte à la première personne, c'est très bien pour produire de l'empathie, pour amener le lecteur vers le ressenti du personnage, mais on a une vision qui est très réduite. Martin, c'est l'œil de l'extérieur. Il nous amène tout ce qui se passe en France, en Europe, donc on a une vision, puisque donc je décris ce qui se passe au Congo, en parallèle, j'avais envie qu'on se rende compte que ce qui se passait en Europe à la même époque, c'est un peu la même chose, d'où Martin. Aussi, alors, c'est bien d'avoir ce personnage qui est ambassadeur, qui n'est pas dans l'entrepont, mais il est tellement pas dans l'entrepont qu'il n'a pas le droit d'aller dans l'entrepont. Donc, comment est-ce que je peux dire, puisque je suis à la première personne, ce qui se passe dans l'entrepont? Martin, lui, est mousse, il va dans l'entrepont, il a les mains, il a les pieds dans le... et pas seulement dans le combi. Donc Martin, c'est ça. Martin nous révèle tout ce qui est important que ne peut pas savoir et voir le prêtre. Mais il a incarné... Je suis resté un peu sur ma faim parce qu'on ne sait pas ce que devient Martin finalement dans l'histoire. Ouais, alors ça c'était aussi dans le making of. En fait, il allait jusqu'au bout, mais c'était une autre histoire. Voilà, donc il l'accompagne
il accompagne le prêtre, mais pas complètement jusqu'au bout, parce que sinon c'est une autre histoire. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour confirmer qu'effectivement, comme on a cette impression globale en lisant le livre, que vraiment on est en paix, en sérénité, malgré toutes les horreurs qui sont décrites à l'intérieur du livre. Donc le but de réconciliation est atteint, quoi, quelque part. Quand on le lit, on est en paix, quoi, malgré toutes ces horreurs qui sont décrites. J'espère, voilà, j'espère, parce que il faut... alors moi, c'est une conviction profonde que j'ai. Nous avons beaucoup de chance au XXIe siècle. Nous sommes la première génération d'êtres humains depuis 300 000 ans qui a cette conscience de l'étendue de l'humanité. Voilà. Nos anciens ne le savaient pas. Et en plus, on sait qu'il y a une seule race humaine. Voilà. Donc nous nous ressemblons beaucoup. Nous sommes aussi différents. Mais il y a quelque chose de nouveau, de fondamentalement nouveau à construire. Mais nous héritons de siècles de n'importe quoi et d'horreur. Voilà, parce qu'on a, je ne sais pas si on va en parler, mais la condition des femmes au XVIIe siècle, c'est l'horreur, pire que l'horreur. Voilà. Donc c'est ce que moi je suis réconciliation parce qu'il y a quelque chose à faire. Le faire ensemble, ça me fascine. Et pour ça, il faut qu'on se débarrasse des outils de pensée du passé. Mais surtout qu'on crée.